il y a eu pendant la période du second confinement à peu près 250 000 chômeurs en plus que avant. Comme j'avais dit, on se situait entre 600 à 700 000 chômeurs. On pense qu'on est arrivé maintenant à la situation où on est arrivé d'à peu près 1 million de chômeurs. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, plus tôt qu'à l'accoutumée, pour des raisons techniques, mais ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un plaisir de vous avoir de si bon matin. Nous allons parler ensemble de la situation économique, bien entendu, avec en toile de fond la première sortie, on va dire la première étape de la sortie du confinement. Je voudrais que vous nous donniez un peu, nous fassiez un point de ce qui se passe actuellement sur le plan économique. On a beaucoup parlé des développements sanitaires, beaucoup moins des développements économiques. Où on en est concernant le taux de chômage en particulier et la possibilité pour les Israéliens de sortir de chez eux et de reprendre leurs activités économiques et commerciales. Oui, comme d'habitude, vous mettez bien la problématique où il faut. Cette semaine, l'organisation qui est chargée pour l'emploi en Israël a publié les chiffres actuels du chômage, justement à la veille, on peut dire cette semaine, c'est-à-dire au moment où le pays commence un tout petit peu à se déconfiner. Il y a eu pendant la période du second confinement à peu près 250 000 chômeurs en plus que avant. Et comme j'avais dit, on se situait entre 600 à 700 000 chômeurs. On pense qu'on est arrivé maintenant à la situation où on est arrivé d'à peu près 1 million de chômeurs lors du premier confinement. Maintenant, il y a eu une toute petite lueur d'espoir quand même cette semaine. C'est la première fois hier et même avant-hier qu'il y a eu plus de gens qui ont été repris dans le travail que des gens qui ont été mis en relax, c'est-à-dire en chômage partiel. C'est-à-dire pour la seconde phase, pour la seconde. Oui, parce que maintenant ça commence, comme vous l'avez dit, un petit peu à reprendre on a permis par nos entreprises qui ne reçoivent pas des gens de recommencer leur activité. Donc, il y a un petit peu de choses qui se passent et donc, si ça continue comme ça, c'est bien parce que ça voudrait dire que on commence la phase descendante du chômage. Point de vue des villes, ça ne vous étonnera pas de trouver des villes comme Bétar, comme malheureusement le record du chômage, ça dépasse les 40% à Bétar. Et là, qui vient aussi du tourisme, et la deuxième avec 39% de chômeurs. Deux choses qu'encore le ministère de l'Emploi a voulu noter, c'est d'abord le second confinement a entraîné plus de chômage auprès des dirigeants et des cadres dirigeants. Ça, c'est une chose qu'ils ont voulu donner au public. Et une dernière chose aussi, pour les femmes, il y a c'est surtout les femmes qui ont été touchées par le chômage au moment du second confinement. Je pense que c'était aussi valable dans le premier confinement et c'est aussi également un problème qu'il faudra résoudre. Je voudrais dire encore juste deux, trois choses à part le chômage pour bien situer la situation économique. D'abord, les chiffres des impôts des recettes de septembre, donc c'est-à-dire avant le confinement, le second confinement, ont été publiés et c'est intéressant de voir que ce mois-là, il y avait plus de recettes qu'avant. C'est-à-dire que, en fait, on était dans une bonne reprise de l'économie et ça pouvait donner de l'espoir pour la suite. Maintenant, il y a eu le second confinement et on espère plus qu'il n'y en aura pas un troisième parce qu'effectivement, ça a de nouveau beaucoup handicapé les choses. Il y a eu cette semaine également les prévisions du Fonds monétaire international sur Israël. Et il a dit que comme ça, jusqu'à la fin de l'année, il pense qu'Israël aura une récession de 5%. Il pense que les choses ne s'arrangeront en Israël, point de vue surtout des déficits, que autour de l'année 2025. Parce que, à cause mais attendez. Ça, je veux aussi dire quelque chose, parce que j'ai entendu dans plusieurs endroits, y compris sur vos ordres, qu'il y a un problème de déficit en Israël, qui est vrai d'ailleurs. Il existait ce problème avant même le corona,
Non, il existait très peu. On était un des meilleurs. D'ailleurs, Israël est arrivé dans une bonne position à la prise du corona. Tout le monde l'a dit mieux qu'en France ou dans d'autres pays de l'OCDE. Maintenant, il faut comprendre que, effectivement, l'État d'Israël devra un problème par rapport aux marchés internationaux de devoir rendre ses dettes. Mais cette situation, elle existe dans tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire les déficits que maintenant Israël crée au niveau budgétaire et au niveau des différents comptes existent dans tous les pays. Et donc, je ne sais pas comment ils vont résoudre cette situation au point de vue international, mais je veux dire que la solution qui sera donnée pour les autres pays le sera aussi pour Israël. Donc, je ne pense pas qu'il faut être, bien sûr, voir qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'il n'est pas à ce niveau-là, il est inutile de s'angoisser par avance à cette chose-là. Il n'y a pas besoin de s'angoisser, tout le monde est déjà pas mal angoissé, alors. Oui, mais c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle les compagnies de notation internationales commencent leur téléphone à la Banque d'Israël et au ministère des Finances parce qu'ils entendent aussi des problèmes budgétaires dont on a parlé souvent ici, qu'il n'y a pas encore de budget et tout ça. Ils veulent savoir où on en est. Et donc, ça prendra. Maintenant, on est ce qu'on appelle en phase de réflexion, et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'administration d'Israël. Comme je l'ai dit, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de changement. Il faudra suivre comme nous le faisons. Alors, vous vouliez que nous parlions également des chiffres de l'inflation du mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'ils sont hors normes cette année, au mois de septembre? Oui, tout à fait. L'inflation depuis le début de l'année est de moins 0,7%. C'est d'ailleurs le même chiffre depuis 12 mois. On prévoit que dans les 12 prochains mois, les analystes financiers qui connaissent là-dedans, les économistes, prévoient d'ailleurs qu'il y aura aussi une déflation de 1,5%. Mais c'est dans l'absolu, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais là, dans la conjoncture actuelle, c'est pas véritablement une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, exact. C'est dû, bien entendu, au problème de confinement et qu'Israël est en récession, ce qu'on appelle maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce qui a baissé, et c'est la première fois qu'on voit ça, le logement, qui d'habitude était un des facteurs d'augmentation de l'inflation, apparemment a commencé à baisser de 0,1%. Il faut voir si c'est une tendance ou pas. Et parce qu'il y a des discussions pour savoir, il n'y a pas, à cause du problème du confinement et d'autres choses, il y a moins de construction ces dernières années que de demandes. Et ça fait toujours augmenter les prix. La question de savoir si la crise économique ne va pas faire que qu'il y aura aussi là-dessus une baisse des prix, il faut suivre, mais c'est intéressant de noter. Une autre chose qui a été intéressante que des analystes ont noté, c'est une baisse des prix de la nourriture. Alors qu'on aurait pu penser que peut-être à cause des fêtes ou de la préparation des fêtes ou d'autres raisons, les entreprises auraient augmenté la nourriture et non, justement en septembre en tout cas, les prix de la nourriture ont baissé, d'autres choses ont commencé à augmenter comme les meubles ou des trucs comme ça, et donc comme vous dites, apparemment, c'est aussi dû à la récession, mais de toute façon, c'est déjà plusieurs années qu'Israël, comme beaucoup de pays d'ailleurs, mais Israël spécialement, à maîtriser l'inflation et on est souvent d'ailleurs dans une déflation, c'est-à-dire que les prix baissent d'une année à l'autre en général. Alors, une question concernant les banques. Vous êtes souvent à l'écoute de plaintes de contribuables israéliens, qu'ils soient Olim Khadashim ou pas, en direction des banques. Et là, vous dites que l'expérience vous prouve qu'il ne faut jamais désespérer, que même si on se livre à des plaintes contre des banques, des puissantes banques israéliennes, eh bien, on peut peut-être parfois obtenir gain de cause. Oui. Hier, ce qu'on appelle Marcheket Apikouar la banque dans la Banque d'Israël, c'est-à-dire celle qui est chargée dans la Banque d'Israël de surveiller les banques, a publié son rapport annuel. Dans ce rapport annuel, le message, ils le disent plusieurs fois, clients, on vous demande, plaignez-vous. Plaignez-vous à la banque, plaignez-vous aussi à notre département, parce que ça vaut le coup. L'année dernière, on parle de 2019, les banques ont dû payer à leurs clients 9 millions de shekels parce qu'ils n'ont pas respecté des choses qu'ils devaient respecter. Par exemple, une chose qui est arrivée, une des banques a décidé, sans prévenir ses clients, tout d'un coup d'augmenter les intérêts des gens. Vous savez, chaque personne peut avoir, s'il a envie, un minus.
et ça s'appelle en hébreu Misgeret Ashra. Il peut demander à ce que même si tout d'un coup son compte est en minus, on lui ferme pas les chèques et des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, voilà, et si tu es en minus, ton taux sera de temps et temps. Et cette banque-là avait augmenté, sans prévenir ses clients, le taux d'intérêt. Elle a été obligée de rendre à tous ses clients qui avaient été en minus l'argent qui avait été pris en gros. Une autre chose, et on en parle aussi souvent, ce rapport parle énormément du problème du niveau des services des banques. Beaucoup de plaintes qui arrivent à la Banque d'Israël sont dans le fait qu'il y a entre le client et la banque un problème de communication, surtout un problème de service, et la banque n'est pas assez serviable par rapport à ça. Et c'est un message aussi qu'elle donne aux banques qu'elle doit s'améliorer à ce niveau-là. Et elle note qu'il y a eu une augmentation en 2019 de 26% des plaintes par rapport à l'année d'avant, que beaucoup d'entre elles sont d'ailleurs des plaintes qui sont justifiées, et la Banque d'Israël intervient aussi pour que l'argent soit rendu. Et elle a des indications que déjà en 2020, et je pense que les problèmes du corona ne sont pas éloignés, ils font pour quelque chose, qu'il y a une augmentation cette année aussi des plaintes envers les banques. Et donc, je demande à mes auditeurs de faire très attention, de voir que tout se passe normalement, que ce qu'on lui a promis est bien fait, et surtout qu'ils reçoivent un service qui est normal. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant de la Cour suprême qui a décidé de se pencher sur le dossier des vélos électriques, qui est un dossier qui avait été au cœur de l'actualité il y a quelques mois, même 2-3 ans. Qu'est-ce qu'elle a voulu rajouter, la Cour suprême, dans ce dossier ? Comme vous l'avez noté, et on le voit d'ailleurs quand on se promène dans les villes, il y a beaucoup plus de gens, pour des raisons de commodité, de trafic, etc., préfèrent maintenant utiliser les vélos électriques. Maintenant, la question qui a été posée par les assurances et par les consommateurs devant la Cour suprême était de savoir est-ce qu'on considère le vélo électrique comme une voiture ou comme un piéton. Et elle a décidé cette semaine de dire que celui qui est sur un vélo électrique sera considéré comme un piéton et non pas comme une voiture. Quelle est la première conséquence de ça, point de vue de l'assurance? Si il y a entre une voiture et quelqu'un qui est sur un vélo électrique un accident, et à cause de ça, la personne qui est sur le vélo a un problème, immédiatement, même si c'est de sa faute à lui, ce qu'on appelle l'assurance obligatoire des voitures, en Israël, AFNER, lui donne et sera obligé de payer à celui qui est sur le vélo électrique les paiements pour qu'il puisse se rétablir. Donc c'est très très important. Maintenant, si entre un vélo électrique et un piéton, il y a un problème, dans ce cas-là, il faudra savoir qui est la faute. Et selon ce qui est la faute, alors il y aura paiement ou pas par le vélo électrique, ou bien ou le piéton sera endommagé ou pas. Donc c'est quelque chose qui permet. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, et ce que les avocats ont noté, bien que celui qui est sur un vélo électrique est considéré comme un piéton, il n'a pas le droit d'aller sur les trottoirs. Les trottoirs, c'est fait pour les piétons. Il peut juste à pied bouger son vélo, mais il ne peut pas aller dessus comme s'il était dans la route pour faire sa course. Donc c'est quelque chose je pense que c'est une bonne décision de la Cour suprême, et ça aidera sûrement beaucoup aux gens qui sont sur les vélos électriques, bien qu'on espère qu'ils n'auront pas d'accident. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour cette chronique économique hebdomadaire. On vous souhaite une bonne journée, Shabbat Tov, et à bientôt. Shabbat Tov, Shabbat Shalom, même si vous voulez. À bientôt, docteur Daniel Guggenheim, à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Merci beaucoup, j'espère au studio. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir.